Mesdames, Messieurs, cher public, on en était resté, au terme de la précédente leçon, sur l'image singulière de ce prince Antiochos, réfugié en quelque sorte à Athènes avant de pouvoir, dans des circonstances dramatiques, regagner sa Syrie natale pour y entamer un règne qui, en dépit de sa brièveté, à peine plus de 10 ans, devait compter au nombre des plus importants de la dynastie séleucide, marqué qu'il fut par des épisodes dont l'écho s'est prolongé très longtemps dans la mémoire des hommes, que l'on songe notamment, ici un texte d'Appien que vous avez dans votre dossier, au fameux cercle que sur le sable d'Égypte, entre Memphis et Alexandrie, Popilius Laïnas, émissaire des Romains, traça autour des pieds du roi Antiochos, avec une arrogance extrême, dira Polybe, pour l'obliger à céder aux injonctions du Sénat. La chose faisait l'admiration de Montaigne. Avoir renoncé à une si grande monarchie, écrit l'auteur des Essais, livre 2, 24, par l'impression de 3 traits d'écriture. Et l'on connaît les violents démêlés du roi avec les autorités juives de Jérusalem, qui font que cet Antiochos IV du nom est resté dans la tradition hébraïque comme la figure emblématique du persécuteur. Il est donc souhaitable de revenir sur la destinée peu commune de ce monarque, non certes pour retracer l'ensemble de son règne. Un historien allemand, Peter Franz Mittag, s'est du reste employé naguère à le faire en proposant d'Antiochos IV eine politische Biographie, comme vous voyez. Mais pour indiquer comment nos connaissances se sont précisées et peuvent progresser encore sur les années antérieures à son avènement, en particulier sur son séjour à Athènes, bien plus long qu'on avait pu le croire, comme hôte de la cité, après avoir résidé à Rome pendant des années en tant qu'otage du Sénat, dès le lendemain de la capitulation du roi Antiochos III, son père, en 189 avant Jésus-Christ. En rapport avec sa présence à Athènes, quelques hypothèses pourront être esquissées, mais on ne masquera pas non plus les incertitudes qui demeurent sur de nombreux points. Pendant longtemps, il n'y eut de témoignages sur les relations du futur Antiochos IV avec Athènes que dans les sources littéraires, à travers les brèves mentions que faisaient Polybe, Tite-Live, d'autres auteurs encore, de la générosité exceptionnelle qu'il manifesta à l'endroit des Athéniens. Un passage d'Appien au IIe siècle de notre ère, second texte dans votre dossier, était et reste d'ailleurs d'un intérêt tout particulier pour établir le fil des événements, sinon leur date précise. Dans le livre syrien, Syriaca, de sa grande histoire romaine, au chapitre 45, cet auteur nous apprend en effet qu'à la mort du roi Antiochos le Grand, son fils Séleucos lui succéda. Celui-ci libéra alors son frère, appelé également Antiochos, de son homéréia, de sa charge d'otage, homéros, qu'il subissait en quelque sorte, qui lui avait été imposé à Rome. Il livrait en échange, Antidous, son propre fils Démétrios, donc le neveu du prince captif. Or, tandis que celui-ci revenait de son homéréia et se trouvait encore à Athènes, poursuit Appien, Kai ontos eti periathenas, le roi Séleucos est tué suite à un complot d'un certain Héliodoros, Héliodorou Tinos, qui comptait au nombre des gens de la cour. Alors, Eumène et Attale de Pergame prennent le parti de chasser du trône cet Héliodoros qui a usurpé le pouvoir. Et ils accordent leur appui à Antiochos en le faisant reconduire chez lui pour exercer la royauté. En Antiochos, en combinant ce très sobre récit, où toute indication chronologique fait défaut,
avec quelques autres indices tirés de l'histoire générale, les historiens modernes avaient pu établir que l'homéréia du jeune Antiochos à Rome devait avoir commencé en 188, donc une année après la conclusion du fameux traité d'Apamée, pour se prolonger pendant près de 12 ans. Car, compte tenu du fait que le prince était sur le chemin du retour, quand, à Athènes précisément, il apprit l'assassinat de son frère, survenu, pensait-on, vers la fin de 176, au début de 175, il semblait nécessaire d'admettre que son séjour athénien, simple étape dans le voyage de Rome vers Antioche, capitale des rois séleucides, avait été assez bref, quelques mois tout au plus. Un premier accroissement de la documentation fut constitué par le grand décret athénien trouvé à Pergame à la fin du XIXe siècle, numéro 1323 aujourd'hui. On se souvient que c'est en 1900 seulement que Morisolo en identifia l'origine d'une manière aussi brillante que définitive. Certes, ce décret, non daté exactement, mais à coup sûr de peu postérieur à l'avènement du nouveau roi en 175, ne fournissait pas une trame chronologique précise des péripéties qui amenèrent Eumène de Pergame et ses frères à intervenir en faveur du prince Antiochos. On en retirait déjà, cependant, l'impression que ce séjour à Athènes avait dû s'étendre sur une durée assez longue, puisqu'il est dit non seulement qu'Antiochos était placé au nombre des amis du peuple, aux lignes 24, Philoi tu Demu, mais aussi et surtout qu'il avait dès alors été honoré de plus d'une statue. C'est auprès des portraits du roi Antiochos, Paratas Eikonas, tu Basileos Antiochou, vous le voyez aux lignes 53-54, je le passe ici, que devait en effet être dressé l'exemplaire athénien du décret en l'honneur des princes de Pergame. Or, il n'est pas possible d'admettre que les statues en question aient été, comme le croient d'aucuns aujourd'hui encore, celles de son père Antiochos III. Car si tel avait été le cas, on aurait évité l'équivoque en ajoutant tout mégalou, cette épiclèse, mégas, étant usuelle dans les mentions épigraphiques du roi Antiochos le Grand à partir de 200 environ. Cela dit, on aurait tort de penser que les relations des Athéniens avec la monarchie séleucide ne commencèrent qu'avec le séjour du jeune Antiochos dans leur ville. Tout au contraire, comme l'a mis en lumière un mémoire de Christian Habisch publié en allemand dès 1989, puis réédité en langue anglaise plus récemment dans un recueil intitulé The Hellenistic Monarchies, Athènes eut avec les rois de Syrie des contacts bien plus anciens, remontant en fait au fondateur même de la dynastie. Pour certains bienfaits, comme la consécration au théâtre, ou au-dessus du théâtre, d'une égide d'or avec la figure de Gorgone, dont parle Pausanias un peu incidemment, l'hésitation est même toujours de mise entre Antiochos III et Antiochos IV. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 192, encore, à la veille de la guerre dite précisément antiochique, une partie de l'opinion publique athénienne penchait en faveur de ce souverain, alors encore très puissant, contre l'ami de Rome, qu'était Eumène de Pergame, et contre les Romains eux-mêmes. Il est en revanche fort douteux que des statues d'Antiochos III aient pu subsister à Athènes après la double défaite de ce roi, aux Thermopyles d'abord et à Magnésie ensuite. On voit par un exemple assez topique combien il pouvait être périlleux pour une cité d'abriter sur son territoire une effigie de ce grand monarque. Dans le sanctuaire fédéral béotien d'Athéna Itonia, près de Coroné, avait été dressée, en 192 précisément, une statue d'Antiochos III, qui, dès l'année suivante, comme le rapporte Tite-Live dans le texte que vous avez sous les yeux, attira sur les habitants, au moins pendant un temps assez bref, la colère vengeresse
de la soldatesque romaine. Un progrès décisif pour la chronologie des activités du prince Antiochos avant son accession au trône de Syrie fut apporté naguère, on l'avait signalé en passant, par une autre trouvaille épigraphique. En 1982, Stephen Tracy publiait un décret d'Athènes voté précisément en l'honneur du futur Antiochos IV. Et maintenant, c'est le numéro 1309 du nouveau corpus. Certes, la stèle est, vous le voyez, gravement amputée vers le bas, de sorte que seul se lit encore le début des considérants. Ceci devait être d'une certaine ampleur, étant donné le rang du personnage et le penchant aussi à la rhétorique qui se fait jour dès alors dans les décrets attiques. On en avait vu l'exemple avec le décret trouvé à Pergame. Mais l'intérêt du document n'en est pas moins considérable, puisque, alors, en tout cas, le prince n'était pas encore roi. Il se présente en effet, ou on le présente, comme fils du roi Antiochos et frère de Séleucos. Séleucou tout Basileos, tout Basileos Antiochou, pardon, Adelphos Dé, c'est une restitution certaine, Séleucou tout Basileos. Or, l'archonte Philon, mentionné, vous le voyez, dans le préambule, était déjà attesté sous la forme remarquable Epi Archontos Philonos tu Meta Menedémon, par une inscription de l'Agora publiée quelques décennies plus tôt, je ne la montre pas. Cet archonte était ainsi qualifié de successeur de Ménédémos, ce qui a priori pouvait signifier deux choses, ou bien qu'il avait pris la place d'un archonte décédé en cours d'exercice, ou alors qu'il fallait le distinguer d'un autre Philon ayant assumé la magistrature éponyme peu d'années auparavant. La première solution fut rapidement écartée, car il s'avérait que Ménédémos et Philon n'avaient pu en aucun cas se partager la même année archontale. Donc, il fallait admettre l'existence de deux archontes Philon dans un laps de temps assez court. C'est ce que démontra Habish déjà en 1982 dans ses Studien zur Geschichte Athens, confirmant par ailleurs que cet archonte Philon, ayant succédé à Ménédémos, était l'éponyme de l'année 178-7, comme cela découlait en particulier d'un décret de Delphes, que vous avez sous les yeux, qui atteste le parfait synchronisme de l'archonte athénien Philon et de l'archonte delphien Praxias, à l'époque où Persée occupait déjà le trône de Macédoine, c'est-à-dire après 179. Telle est la chronologie adoptée aujourd'hui, et elle paraît très solidement établie, même s'il subsiste, je le note au passage, un petit problème. En effet, quand on parcourt la table des archontes, donnée en appendice au nouveau corpus, on constate qu'il n'y a aucun Philon parmi les prédécesseurs connus de Philon o Méta ou Ménédémon. Il se pourrait donc que ce Philon l'Ancien, encore inconnu, ait été l'un des deux ou trois archontes ignoti du tout début du second siècle. Mais laissons là ces questions un peu techniques. Ce qui importe au premier chef, c'est de voir que le prince Antiochos fut honoré à Athènes dès le début de l'hiver 178. On le voit au mois de Puanepsion, entre la fin de l'automne. Cela prouve que le récit de l'historien Appien, sans être erroné dans la succession des fêtes, ne donnait pas une juste idée de leur durée, ou si l'on veut, du tempo des événements, puisqu'il paraissait en ressortir que, dans son voyage de Rome vers la Syrie, le prince faisait simplement étape à Athènes, quand lui parvint la nouvelle de l'assassinat de son frère Séleucos. Or, la réalité s'avère avoir été assez différente. Antiochos, en effet, dut arriver à Athènes 3 ans au moins avant le drame qui faillit entraîner la fin de la grande dynastie séleucide, ici à partir d'Antiochos III, le père d'Antiochos IV.
IV. Cela n'est pas sans importance pour l'histoire générale des relations entre Rome et le royaume de Syrie. Il est difficile, écrivait déjà Édouard Ville dans sa précieuse Histoire politique du monde hellénistique, parue en 1982, de ne pas voir une exigence romaine dans cet échange d'otages. Fin de la citation. Aujourd'hui, effectivement, que la substitution de l'enfant Démétrios, propre fils de Séleucos, au prince Antiochos, frère seulement du monarque, s'avait remonté à l'année 178, voire à 179, il paraît clair que c'est la bonne explication. Car si les sénateurs autorisèrent Antiochos à quitter sa prison dorée italienne, mettre fin à ses vacances romaines, ce fut sans doute moins par souci de libérer ce prince que tout simplement pour avoir sous la main un otage royal de valeur plus coercitive encore. La politique de Séleucos IV, depuis quelque temps, avait eu en effet de quoi les indisposer. N'avait-on pas vu le roi sur le point de soutenir Pharnace, souverain du Pont, dans ses entreprises militaires contre Eumène de Pergame, politique à laquelle, je vous l'avais dit, un traité voulu par Rome avait mis brutalement fin en 179. N'apprenait-on pas maintenant que Séleucos s'apprêtait à donner sa fille Laodice en mariage au nouveau roi de Macédoine, ce Persée, fils de Philippe V, qui d'emblée inspira de la méfiance aux autorités romaines? Ne devait-on pas craindre dès lors, dans les milieux sénatoriaux, une alliance revancharde des deux dynasties vaincues par Rome, l'Antigonide et la Séleucide? Ce qui est sûr, c'est que ce projet matrimonial ne resta pas lettre morte. Polybe évoque le mariage à propos de la détérioration des relations entre Rome et Rhodes en 178, ou aux alentours de 178. C'est un passage connu du livre 25. Les Rhodiens se virent en effet reprocher d'avoir mis à l'essai de nouveaux vaisseaux de guerre en faisant escorter à travers la mer Égée la fille de Séleucos IV, promise justement à Persée. On ne connaît pas le moment exact ni l'itinéraire précis de cette brillante procession nuptiale, mais on a pu, de manière certaine, mettre en relation avec elle une série d'inscriptions qui attestent son passage à Délos. Non seulement le ministre séleucide Héliodoros, en qui il faut évidemment reconnaître le frère de lait, Suntrophos, et futur assassin de Séleucos IV, se voit honoré de 3 statues. J'en ai 2 sous le diaporama, émanant respectivement d'un courtisan du roi, du souverain lui-même, Séleucos, et de négociants gréco-syriens. Mais surtout, on trouve dans les inventaires des liens, à partir justement de l'année 178, la mention d'au moins 7 vases d'argent dédiés par Héliodoros au dieu Apollon. À la reine elle-même, les Déliens dressèrent une statue l'année suivante, où elle est qualifiée justement d'épouse de Persée. On ne sait si cette princesse fit escale au Pirée, ni non plus si elle eut l'occasion, là ou ailleurs, de rencontrer son oncle Antiochos de retour de Rome. Mais il n'est nullement exclu qu'une ambassade athénienne soit allée en Macédoine présenter ses vœux aux nouveaux époux. En tout cas, le roi Eumène de Pergame tenait à rappeler en 174, dans un célèbre réquisitoire prononcé devant le Sénat contre Persée, qui est rapporté par Tite-Live, j'ai un livre 42, que ce mariage avait été l'occasion d'innombrables députations de la part des peuples les plus illustres, donc l'Athénien probablement. La durée du séjour athénien du futur Antiochos IV
a été ainsi bien plus conséquente qu'on ne pouvait l'imaginer naguère encore. Pas moins de 3 ans, je le disais, ce qui donne à penser que ce prince n'était nullement pressé, au sortir de sa captivité, d'aller jouer les seconds rôles à la cour d'Antioche. Cela met dans une lumière nouvelle son attitude vis-à-vis des Athéniens. D'emblée, il sut faire montre, je reviens au décret de 178, de bonne disposition, puisque le peuple, dès alors, croit devoir lui tresser des couronnes en soulignant l'eunoïa, le dévouement qu'il a hérité de ses ancêtres. La restitution paratone progonone, à la ligne 8, est due à Abicht, mais Jeanne et Louis Robert avaient déjà montré la bonne voie en suggérant par autone, des rois, pour remplacer le philopatoros du premier éditeur. Cette épiclèse, en effet, n'était pas du tout en situation. Assurément, on ne peut que déplorer la mutilation, au moins provisoire, de ce décret, car on aurait bien voulu savoir en quoi consista ce premier volet de générosité et quelle en fut aussi la récompense. Mais il est permis maintenant de penser que dès l'année suivante, au plus tard, Antiochos tint à donner la preuve de son intérêt pour les affaires de la cité, qu'il s'agisse du financement de certaines fêtes ou de la réfection de certains édifices, ou pour subvenir aux frais de fonctionnement des gymnases, domaine privilégié de l'action des grands évergètes hellénistiques. Cela dut lui valoir rapidement l'octroi de quelques privilèges notables. Sans doute la citoyenneté dont jouissaient dès alors Eumène de Pergame et ses frères. En tout cas, une statue sur l'agora, puisque au moment de quitter Athènes, 3 ans plus tard, il en avait déjà reçu 2 au moins, en raison du pluriel qui est utilisé dans le décret. Les ressources de ce prince, qui était encore sans royaume, ne devaient cependant pas être illimitées. La preuve, c'est que pour pouvoir regagner la Syrie en 175, il fut obligé d'accepter des Attalides d'un soutien non seulement politique, mais aussi militaire et financier. On est donc enclin à penser que si dans un premier temps, Antiochos put assurément faire preuve de bienveillance et donner des signes de cette philodoxia qui était l'apanage des princes magnanimes, il ne put se montrer réellement généreux qu'au moment où la disparition de son frère lui ouvrit la perspective de monter sur le trône de Syrie. Par conséquent, avant l'automne 175, date désormais bien établie du changement de règne, les Athéniens durent sans doute se contenter d'engagements plus ou moins solennels pour l'avenir, un peu à la manière de ce qu'avait fait, vous vous en souvenez, le jeune Pharnace en début de règne, en dépit des difficultés de trésorerie dont on a l'écho dans le beau décret en son honneur. Mais, à la différence du roi du Pont, on le sache, le Séleucide n'oublia nullement ses promesses. Revenu chez lui, il n'eut apparemment rien de plus pressé que de mettre à exécution son projet d'achèvement du grand temple de Zeus olympien au pied de l'Acropole, commencé au temps de Pisistrate, déjà des siècles auparavant, et laissé depuis lors en chantier. Cet empressement, qui n'est pas explicitement attesté, il est permis de le déduire, je pense, du seul fait que l'Olympieion athénien était suffisamment avancé à la mort du roi, survenue pourtant dès 164, pour qu'on pût créditer Antiochos IV d'une construction qui était sans comparaison jusque-là. Il est très frappant en effet de constater que Polybe, toujours si prompt, on l'a vu, à dauber sur les Athéniens, en critiquant leur penchant à s'aplatir devant les rois pour de maigres bénéfices, ne ménage pas ici son admiration
Vous avez ce texte du livre 25. En ce qui concernait les dons faits aux cités pour les fêtes religieuses, dit-il, Antiochos dépassa en générosité tous ses prédécesseurs. On peut s'en rendre compte quand on voit, dit-il, quand on voit l'Olympieion d'Athènes et les statues qui se dressent près de l'autel de Délos, donc un autre grand bienfait d'Antiochos. Et Tite-Live lui emboîte le pas en alléguant le temple de Jupiter, comme il dit bien sûr, olympien à Athènes, comme la preuve la plus éclatante de la libéralité du roi de Syrie. Cet édifice étant le seul au monde, il ne ménage pas ses compliments, dont les plans de construction répondent à la grandeur du Dieu. Autre texte que vous avez, livre 41. Il laisse donc entendre que ce templum incoatum était resté inachevé. On sait de fait qu'il fallut attendre encore 3 siècles pour le voir terminé, tel que vous l'avez vu, oui, tel qu'il est ici, quoiqu'en ruine, bien sûr, sous Adrien. Mais cela ne nuisit en rien, ça c'est Polybe, pardon, on peut passer, mais cela ne nuisit en rien à la célébrité immédiate et, pour ainsi dire, universelle de l'édifice. Comme l'atteste aussi bien une allusion à ce don royal dans le second livre des Maccabées, œuvre de combat, on le sait, des Juifs en Palestine, en révolte contre le roi Antiochos lui-même, que sa mention dans le De Architectura de Vitruve, de passage du livre 7. Ce Vitruve à qui l'on doit au surplus de savoir que l'architecte était, chose notable, un Romain du nom de Decimus Cossutius. Ce personnage figure d'ailleurs dans une inscription copiée autrefois dans les parages de l'Olympieion et depuis très longtemps perdue. Numéro 4099. Sans doute le socle d'une statue, car l'emploi du nominatif ne s'y oppose pas. Il est tentant de penser que Antiochos s'était lié avec cet architecte à Rome même et qu'il l'avait emmené avec lui depuis l'Italie. L'ayant à ses côtés à Athènes, il a pu l'inciter d'emblée à concevoir sur des bases nouvelles un projet d'achèvement du temple diptère, avec donc une double rangée de colonnes corinthiennes qui dut recevoir, avant même le départ du prince pour l'Orient, l'agrément des autorités athéniennes. Cela pourrait expliquer que le chantier ait été ouvert, donc aussitôt après son avènement en 175. On relèvera que si le roi finança une bonne demi-douzaine d'autres ensembles architecturaux dans le reste du monde grec, Mittag en a dressé la carte ici, sur laquelle je passe rapidement, il ne fit rien de pareil ailleurs, mis à part un temple grandiose dans sa capitale même, d'Antioche. C'est à tort que l'on avait cru pouvoir supposer sa participation financière au programme d'édification du grand temple de Zeus à l'Ébadée en Béotie. Cette hypothèse épigraphiquement mal fondée, comme nous l'avons montré il y a bien longtemps déjà, se heurtait d'ailleurs à une objection de nature politique, puisqu'en 174, la Confédération béotienne prit très clairement le parti de Persée contre Rome, alors que le roi demeura, bon gré mal gré, fidèle aux Romains. Et après 171, le koinon, dissous par la volonté de Rome, cessa d'exister pour longtemps. Il n'y a donc pas place pour une intervention d'Antiochos IV dans ce cas. On voudrait évidemment en savoir davantage sur les activités du futur roi pendant son séjour athénien entre 178 et 175. Quel fut son mode de vie dans cette ville, en principe peu faite, pour abriter un prince de manière durable? Vécut-il à l'abri des regards ou mêlé, au contraire, à la foule des Athéniens? Il semble permis d'opter résolument pour le second terme de l'alternative, puisque les auteurs anciens lui ont fait précisément le reproche d'avoir
comme souverain, une conduite peu en harmonie avec la majesté royale, au point que beaucoup la jugeaient étrange ou même indigne. Polybe, en tout cas, considère ce roi comme assez extravagant, voire franchement fou. Épimanès, bien plutôt que Épiphanès, comme le disent ces monnaies, et c'est le titre officiel de Théos Épiphanès qu'il s'était donné lui-même. Donc un jeu de mots peut-être un peu discutable que fait ici l'historien. Dans ce projet singulier, dans ce portrait singulier, repris à l'envi par Diodore, par Athénée, par Tite-Live, on notera un trait remarquable. C'est le penchant qu'avait Antiochos à se mêler aux gens du peuple, dans les fêtes comme dans la vie quotidienne. On ne risque guère donc de se tromper en imputant cette attitude remarquable au genre de vie qui avait été le sien durant son long exil à Rome, puis à Athènes. Polybe ajoute du reste qu'une fois devenu roi, il continuait à vouloir se faire élire agoranomos ou démarchos. Derrière ces termes grecs, il faut certes reconnaître de préférence des magistratures romaines, l'édilité et le tribunat de la plèbe, car Antiochos avait une espèce de snobisme qui le portait à imiter les usages romains, y compris le port de la toge. Mais on ne saurait exclure que, pendant son séjour athénien, il ait pareillement brigué des magistratures de type grec. De fait, on a cru pouvoir autrefois faire de lui un haut commandant militaire, un stratégos epitaopla, hypothèse bien vite anéantie par les progrès de la recherche. Plus solide, à première vue tout au moins, était le rapprochement fait avec un Antiochos, magistrat monétaire, apparaissant sur les émissions athéniennes de tétradrachmes, où figure, vous le voyez, un petit à droite, un éléphant, emblème des Séleucides. Cette identification devint même au tournant des 19e et 20e siècles un des piliers de la chronologie de ce monnayage dit du nouveau style, ou mieux stéphanéphore, et plusieurs manuels lantérinaires comme ici Head. Mais on a vu l'an dernier déjà qu'à partir des années 1950, il fallut y renoncer puisque ces émissions du magistrat Antiochos s'avéraient sensiblement plus tardives. Il est établi aujourd'hui que l'ensemble du monnayage stéphanéphore n'a commencé au plus tôt que vers 174. L'émission du monétaire Antiochos et de ses associés doit donc dater elle-même des alentours de 130 seulement. Dès lors, on a pu proposer de voir en lui un autre membre de la dynastie, le futur Antiochos VII Grippos, ou alors tout simplement un citoyen portant ce nom Antiochos, qui n'est pas tout à fait rare dans l'anthroponymie d'Athènes. Il ne faut pas oublier qu'existait depuis des siècles une tribu Antiochis sans rapport aucun avec la dynastie séleucide. Cet Antiochos athénien aurait pu ainsi choisir l'éléphant d'Asie comme symbole monétaire en jouant sur son propre nom. On est donc toujours à la recherche d'une magistrature que le grand bienfaiteur d'Athènes aurait pu assumer vers 176 dans sa seconde ou même plutôt troisième patrie. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne fut pas archonte de cette période, car on possède désormais la liste complète et tout à fait continue des archontes de ces années-là. Philon, Kairipos, Hippakos, Sonikos, 4 Athéniens avec qui le fils d'Antiochos III, forcément, dut être en contact. Il n'est peut-être pas inintéressant de relever que pour l'archontat d'Hippakos, qui tombe en 176-5, on dispose de quelques décrets fournissant un aperçu de ce qu'était la vie des Athéniens à l'époque même où le prince séjournait dans leur cité. La paix régnait alors en Grèce, mais plus pour bien longtemps.
Et dès alors, d'assez sérieuses difficultés d'approvisionnement avaient surgi en Attique même, au témoignage d'un décret pour un négociant anonyme, mercatoris cuiusdam honores, comme disent les nouveaux éditeurs, 1315. Document à la juste compréhension duquel un article de mon collègue des hautes études, Philippe Gauthier, en 1982, a grandement contribué. Dès avant l'an 176, le personnage honoré, on le voit, un professionnel des choses de la mer, Chromenos te kata thalassan ergasiai, et qui, chose plus notable encore, était désireux d'accroître les revenus du peuple, Boulomenos et pauxen tastu demu prosodus, ou du moins de réduire ses dépenses, ce qui est déjà pas mal, avait débarqué au Pirée une cargaison de grains dont il put faire bénéficier la cité en le vendant à bon marché, citon euionon. Sous l'archontat d'Hippacos, donc un peu plus tard, 176, c'est une belle cargaison d'huile, 1500 métrettes, soit quelques 56 000 litres ou 2000 amphores, achetée en une contrée dont le nom a disparu, à la ligne 7, peut-être la Sicile, et destinée par lui aux villes du Pont-Euxin, Eiston Ponton, région importatrice d'huile, en échange du blé indigène. Donc, c'est cela que ce bienfaiteur accepta de vendre à bas prix aux représentants de la cité d'Athènes, se laissant guider ici encore par son dévouement à l'égard des Athéniens. Car il avait pu constater, lors de son escale au Pirée et en ville d'Athènes, qu'il y avait alors un grand manque d'huile, pollen, ousan, ten endeian, tu elaiou. Restitution de Gauthier, très probable, en raison, dit explicitement cette fois le décret, de la mauvaise récolte survenue dans le pays d'Athènes, Gegoneian aphorian ente korai. Sans doute à la suite d'une perturbation météorologique entraînant la perte de la récolte automnale ou déjà le gel des oliviers à la fin de l'hiver. Or, à la différence des céréales, qu'Athènes devait toujours importer à grande échelle, l'huile était la production attique par excellence, un aliment de première nécessité, en même temps qu'une source de revenus et un objet de prestige. Tout n'allait donc pas pour le mieux en cette année 175 dans la cité qui abritait le prince en exil Antiochos. Celui-ci aurait eu ainsi plus d'une occasion de répondre aux besoins de ses hôtes. On l'imaginerait volontiers, encore une fois, intervenir dans l'approvisionnement en huile d'un des gymnases, par exemple, ce que les gymnasiarques ailleurs en Grèce seront de plus en plus souvent amenés à faire justement à partir de ce milieu du second siècle. Le jeune prince, en tout cas, ne put manquer de fréquenter ces établissements, ces gymnases, d'ores et déjà célèbres. En particulier le lycée qu'il avait fallu, vous en souvenez, restaurer, remettre en état au témoignage d'un des deux nouveaux décrets pour les éphèbes, celui de l'année 196-5, numéro 1256. Mais l'autre inédit, ancien inédit, nouveau, le 1313, qui est complet, date précisément de l'archontat d'Hippacos, toujours 176-5, et il donne un tableau assez précis de ce que fut l'activité des éphèbes à l'époque du séjour d'Antiochos. Or, comment croire que le prince aurait pu se tenir à l'écart des parades éphébiques, lui qui plus tard fera défiler à Daphné, près d'Antioche, 800 éphèbes, chiffre considérable, correspondant sans doute, me semble-t-il, à l'effectif de tout le royaume plutôt qu'à celui de la seule capitale, lors d'une fête mémorable que Polybe décrivait avec un grand luxe de détails dans son livre 32, certes perdu, mais dont on a heureusement des citations très substantielles chez Diodore
et chez Athénée. Partout, l'éphébie eut pour modèle direct ou indirect l'institution athénienne, comme a achevé de le prouver la thèse récemment publiée d'Andrei Chankowski sur l'éphébie hellénistique. Dès lors, ne doit-on pas admettre tout naturellement, aujourd'hui, qu'Antiochos assista en personne aux manifestations décrites dans le décret qui, à l'automne 175, honore une cinquantaine de jeunes gens au sortir de leur année éphébique. On l'imaginera donc volontiers allant à Éleusis pour les mystères, où il dut être témoin du rite si caractéristique, on l'avait vu, du soulèvement des bœufs, ligne 9, ten bone arsin, cherchant peut-être à y participer lui-même, dit Eautou, assistant sans doute également aux épreuves des épitaphias, des concours funèbres. Comme il était certainement très désireux de parcourir le pays attique avec ses lieux de mémoire, connus de toute personne tant soit peu cultivée, on peut supposer qu'il accompagna les éphèbes, ou du moins suivit exactement leur itinéraire, quand le cosmète prit la décision, on le voit aux lignes 13 et suivantes, ou cosmetou bulletentos autus agagein eisten Coran, afin de les exercer au métier des armes et de les familiariser surtout avec les zones frontières d'où l'ennemi pouvait toujours surgir, Hama, Dekai, Tonorion, Empeirioi, Ginontai. On alla ainsi à Marathon, où il y avait la fameuse tombe commune des Marathonomaques, le polyandreion, devant laquelle les éphèbes déposèrent une couronne en célébrant aussi, pour rendre hommage à la valeur de leurs ancêtres, le concours funèbre Epitaphios Agone, établi en quelque sorte sur le modèle d'Homère au chant 24 de l'Iliade. Il faut relever que c'est la première apparition dans la longue série des inscriptions éphébiques de l'excursion à Marathon, qui pourtant devait être organisée chaque année. On ne la connaissait jusqu'ici que dans le décret IG-2 1006, le mieux conservé de ces longs décrets hellénistiques, ou la basse époque hellénistique, de l'année 123. Cela invite à une certaine prudence avant de parler trop catégoriquement d'une innovation ou d'une restauration d'un usage ancien. Un peu particulier, certes, est le cas de l'excursion des éphèbes à l'Amphiaraïon d'Oropos, même si le nouveau décret doit, sur ce point également, être rapproché de celui de l'an 123. Dans l'intervalle, en effet, entre 175 et 123, le statut de ce sanctuaire, situé hors des frontières de l'Attique, a pu changer. Si le document le plus récent ne laisse aucun doute sur la position extraterritoriale de l'Amphiaraïon, puisqu'il est dit que les éphèbes rentrèrent le jour même dans leur pays, le décret de l'an 175, ici, laisse la chose dans l'ombre, peut-être à dessein. Le seul indice est qu'aussitôt après la mention de l'excursion à l'Amphiaraïon, vient le récit de la traversée vers Salamine, autre région dont le statut était très complexe. On ne saurait donc exclure qu'à la date du décret, soit à la veille de la Troisième Guerre de Macédoine, les Athéniens aient eu déjà des visées sur ce pays d'Oropos qu'ils ne se consolaient pas d'avoir perdu. En tout cas, il ne me paraît guère douteux, j'avais fait une allusion, qu'ils firent de grands efforts diplomatiques en 168, à l'issue de cette guerre, pour le récupérer à la faveur de la victoire romaine sur le roi persien. Mais ils n'obtinrent alors qu'un prix de consolation, le territoire d'Aléarte en Béotie. On pourrait poursuivre ainsi la lecture du nouveau décret éphébique dans la perspective du séjour contemporain d'Antiochos à Athènes. Il suffira cependant d'avoir indiqué que l'enrichissement de la documentation, dans un domaine particulier, ici la vie des éphèbes, peut profiter à l'approfondissement des connaissances
dans plusieurs domaines voisins, l'histoire politique, l'histoire sociale, l'histoire religieuse. De fait, une autre belle inscription de l'Archonta d'Hippakos, connue, elle, depuis fort longtemps, on ne va pas s'y arrêter, et non encore reprise dans le nouveau corpus, car il s'agit d'un décret émanant d'une association privée, les Dionysiastes du Pirée, énumère les services rendus par un défunt bienfaiteur de cette synodos, sans doute parmi les plus importantes, cette association, de l'Emporion athénien. Les documents de cette catégorie, aujourd'hui objet de l'attention soutenue des historiens, nous rappellent ainsi que si les Athéniens, en tant que citoyens, assistent toujours aux Dionysies, aux Ptolémaïas, aux Élusinies, et d'abord aux Panathénées, c'est davantage peut-être dans le cadre d'une association telle que celle-là qu'ils expriment leurs convictions proprement religieuses. Cela ne signifie pas pour autant que la grande fête des Panathénées ait perdu son attrait populaire. Le fait que les décrets pour les éphèbes ne fassent pas mention des Panathénées, ou seulement dans la clause relative à la proclamation des honneurs, ne signifie rien à cet égard, sinon que ces jeunes gens n'y jouaient apparemment aucun rôle significatif, ce qui était déjà le cas au IVe siècle. On a en tout cas la preuve qu'à l'époque même où nous sommes parvenus, dans la décennie 180-170, le concours, l'agone des Panathéens, conservait tout son prestige, tant aux yeux des étrangers que pour les Athéniens eux-mêmes. En effet, le hasard veut que l'on possède les restes d'un monument de l'agora qui portait une suite de catalogues de vainqueurs à des épreuves gymniques et hippiques que tout invite, comme on le verra encore, à tenir pour celle du Gymnikos agone et de l'Hippikos agone des grandes Panathénées, les Panathénaia ta Mégala. Depuis assez longtemps, des fragments en avaient été réunis sous les numéros 2312-2313 du corpus de Kirchner, un fascicule paru en 1931. L'un d'eux, le numéro 2314, qui ici est à droite, était particulièrement important et il avait attiré l'attention de nombreux érudits dès la fin du XIXe siècle, parmi lesquels on peut citer Albert Martin, dans sa thèse toujours intéressante, quoique datant de 1888, sur les cavaliers athéniens, de même que William Scott Ferguson dans Hellenistic Athens de 1911, resté longtemps, on le sait, l'ouvrage de référence sur cette période pour l'histoire athénienne. Le fragment comportait les restes de deux listes du début, vous n'en avez qu'une partie ici, du début du IIe siècle. Le catalogue de gauche, le mieux préservé, pouvant être daté avec vraisemblance de l'année 182, c'était encore un peu douteux alors, celui de droite de la Pentédéride suivante, soit 178, puisque le concours, rappelons-le, avait lieu tous les 4 ans. Cette chronologie reposait sur plusieurs indices convergents. Ainsi voyait-on que le vainqueur au stade dans la catégorie des ageneioi, ou imberbes, nous verrons ces catégories tout à l'heure encore au séminaire, Akastidas Kleomnastou Boiotios était certainement le frère mentionné comme tel par Polybe au livre 41 de l'homme politique thébain Pythéas, fils de Cléomnastos, qui fut l'un des meneurs, plus tard, 30 ans plus tard, de l'opposition à Rome en 146. De fait, on sait maintenant que l'ethnique Boiotios sortit de l'usage après 171, quand la confédération béotienne se trouva, on l'a vu, dissoute par le Sénat romain. À ce terminus antequem, comme on dit, répondait dans le catalogue de droite un terminus postquem, repère chronologique, non moins intéressant, puisque l'on trouve là un athlète, Nicomachos, qualifié de Akaios Apomécénès. C'est restitué, mais sur la base d'une autre apparition du même athlète un peu plus loin.
Or, c'est seulement en 191 que la cité de Mécène fut contrainte d'adhérer au koinon achéen. Il en ressort que les deux catalogues devaient nécessairement correspondre à la période 190-174, une datation plus précise encore pouvant être atteinte grâce à d'autres rapprochements parmi les rois et les princes qui sont nommés là. On y reviendra dans un instant. Plus d'un siècle après la découverte de cet important débris, vers 1989 seulement, l'épigraphiste américain Stephen Tracy, encore lui, fut informé de l'existence d'un autre grand fragment qui se trouvait remployé dans le mur dit de Valérien, construit à travers l'agora après une première invasion barbare, celle des Hérules, vers l'an 260 de notre ère. Cette partie du mur, ce n'est pas ce segment-là, à proximité de la célèbre tour des vents, avait dû être dégagée dans le cours des années 1980, car il est difficile de croire que l'inscription ait pu demeurer longtemps inaperçue et donc inédite. Tracy put l'étudier à Princeton avec Christian Habicht, et ces deux savants en donnèrent une copieuse édition très savante dans la revue Hesperia de 1991. Un des apports majeurs de cette publication a été de montrer que le nouveau fragment pouvait être placé, malgré l'absence de raccord matériel, à droite de l'ancien, pour former une espèce de palissade, vous voyez, qui était peut-être encore plus longue, dont chaque dalle était occupée par 3 catalogues disposés en colonnes. Tracy constatait au surplus que le lapicide de la deuxième colonne du numéro 1314, donc du fragment ancien, était le même que celui qui avait gravé l'ensemble des catalogues du nouveau fragment. On avait donc affaire à un monument sans doute, sur ce point les éditeurs ne s'expliquent pas tout à fait, récapitulatif, d'au moins 6 éditions consécutives des grandes Panathénées. Or, les données chronologiques fournies par les nouvelles mentions de personnalités connues autorisent à penser que si les catalogues 4, 5, 6, ceux de droite, sont datables respectivement des années 170, 166 et 162, les catalogues 1 et 2 doivent effectivement, comme l'avait suggéré Ferguson il y a un siècle, aux années 182 et 178. L'année 174 étant attribuable au catalogue 3, qui est donc vide pour le moment. D'autre part, on a désormais une vision beaucoup plus complète et plus claire du programme de ce concours. Certes, les épreuves gymniques, on le verra encore tout à l'heure au séminaire, sont absentes de la nouvelle inscription, mais bien représentées dans les fragments anciens, de sorte que l'on peut en dresser la liste en 3 catégories d'âge, d'abord les paides, puis ensuite les ageneioi, enfin les andres, les hommes adultes. Le nouveau document permet surtout de progresser dans la connaissance du concours hippique, lui-même clairement divisé entre des épreuves ouvertes à tous, avec indication de l'origine ethnique des concurrents, et des épreuves réservées aux seuls citoyens, où figure au contraire la mention de leurs tribus respectives. On examinera le détail de cette répartition tout à fait remarquable tout à l'heure en séminaire. Ici, on s'arrêtera un instant encore sur la participation princière au concours hippique, qui, tous les 4 ans, constituait, à n'en pas douter, le plus grand moment de la vie publique athénienne. Il s'agit d'éviter cependant de commettre un contresens sur la signification de cette participation de royalties, comme disent les anglo-saxons. L'inscription d'un nom royal n'implique nullement que ce prince avait couru dans l'hippodrome, ni même qu'il se trouvait alors présent à Athènes. Il lui suffisait d'envoyer une écurie, puisque le vainqueur proclamé était le propriétaire du char ou du cheval monté. Cela est évident dans le cas d'une princesse, comme la reine Cléopatra, fille du roi Ptolémée, très certainement Ptolémée V Épiphane, dont elle épousa
le fils, son frère par conséquent, Ptolémée VI Philométor. Si elle l'emporta dans l'épreuve très prestigieuse du char tiré par des chevaux adultes, Armati Teleioi, c'est qu'elle avait pu envoyer à Athènes, en 162, un splendide équipage. D'autres femmes, il est bon de le rappeler en ce 8 mars, pas nécessairement des princesses, apparaissent du reste dans ces catalogues, ce qui montre que la pratique était alors devenue assez courante. Au nombre des monarques, on relèvera la présence, dès l'année 178, du roi Eumène de Pergame, ici en groupe, en famille en quelque sorte, et de ses 3 frères, en diverses épreuves hippiques. Puis, de nouveau en 162, donc 4 ans avant son décès, le roi Eumène envoie des chevaux à Athènes. Le roi Ptolémée V Épiphane, qui régna de 204 à 180, apparaît lui aussi dans le catalogue de l'année 182, toute indication évidemment très précieuse pour la chronologie. Ne faut-il pas se montrer surpris alors que ces catalogues couvrant la période 182-162 ne fassent aucune place au souverain le plus cher au cœur des Athéniens, le prince puis roi Antiochos IV. Mais c'est peut-être à tort qu'on l'y a cherché seulement avec le titre royal et en tant que prince, en tant que basileus, Antiochos Basileos Antiochou. Ne vaudrait-il point la peine de se demander si ce prince, présent en personne, lui, à Athènes, depuis l'année 178-7, au témoignage du décret que nous avons examiné tout à l'heure, n'avait pas éventuellement participé, avant son avènement en 175, à l'édition de l'été 178-7, puisque il était à Athènes à ce moment-là. En revanche, en 174, il était déjà reparti pour Antioche. De fait, tout en haut de la colonne de droite, correspondant à cette année 178, on trouve un Antiochos, mais dont le reste de la nomenclature est perdu. C'est à la ligne donc 71. À première vue, tout semble s'opposer à l'identification de ce personnage avec notre prince, puisque l'on est là dans une section d'épreuves hippiques réservée aux concurrents athéniens. La course des cochers sautant de leurs chars, les Eniokoi Epibazontes, suivi de la course dite des Apobates, où précisément cet Antiochos, quel qu'il fût, sortit vainqueur. Comment admettre la présence d'un prince étranger dans un tel concours, se livrant à l'exploit qu'était la descente du char en pleine course, l'apobachis, par un homme à la fois nu et casqué? Dans notre roi, certes, nul ne serait assez téméraire pour le supposer. Mais il faut considérer 2 choses. D'abord, rien n'interdit formellement de penser que dès son installation à Athènes au printemps 178, ou même un peu avant, on ne le sait pas, Antiochos reçut la citoyenneté, la politéia athénienne. Aussitôt, il aurait été rattaché à l'une des 12 tribus, comme les princes de Pergame l'étaient à la tribu Athalis, naturellement, condition sine qua non pour pouvoir s'inscrire à ce volet des Panathénées. D'autre part, le personnage, on l'a vu, était des plus singuliers, ne craignant nullement de se produire en public. Un tel prince, pratiquant évidemment l'art équestre dès son plus jeune âge, aurait donc pu être tenté par cette épreuve qui exigeait une très grande maîtrise des chevaux, en même temps qu'elle était considérée comme un brevet d'atticisme, puisque c'était une spécialité athénienne, absente de la plupart des autres grands concours hippiques. Je ne me dissimule nullement le caractère audacieux de l'hypothèse, rendu cependant envisageable par les nouvelles données à disposition, alors qu'elle était tout simplement exclue autrefois. Terminons par un ultime témoignage, assuré celui-là,
sur les relations d'Athènes avec Antiochos après son avènement. C'est le décret voté vers 170, comme cela découle de la gravure, avec des particularités remarquables, pour un certain Arrhidaios, un officier de souche macédonienne, à en juger par son nom, qui jouissait d'une position très en vue à la cour séleucide, honoré qu'il se trouvait être par le roi lui-même, Timoménos Upo Basileos Antiochou, dont il avait la garde en tant que somatophylax. Un des intérêts du document, aujourd'hui repris donc, sous le numéro 1331, qui peu après sa publication dès 1951 avait profité largement pour le texte comme pour l'interprétation des pages que lui avait consacrées Louis Robert en 1960, est de confirmer la permanence de très bonnes relations entre Athènes et Antiochos IV après l'avènement du roi. Cet Arrhidaios est en effet loué pour la façon dont il a accueilli les députations athéniennes, qu'il s'agisse d'ambassadeurs politiques, des presbytai, ou de citoyens chargés d'annoncer les grandes fêtes, les spondophoroi. C'est la preuve qu'Athènes envoyait des ambassades à Antioche aussi régulièrement qu'à Alexandrie, en particulier pour l'annonce des Panathénées. Ce pouvaient être d'ailleurs parfois les mêmes hommes qui passaient en quelque sorte d'un roi à l'autre. Polybe, en effet, le livre 28, rapporte qu'en 169, les membres des diverses ambassades athéniennes et plus généralement grecques, qui se trouvaient alors à Alexandrie, furent utilisés par la cour lagide pour essayer d'obtenir du roi Antiochos IV qu'il se retira de l'Égypte. Certes, la diplomatie traditionnelle s'avéra inopérante, mais l'émissaire romain, Popilius Laenas, fraîchement débarqué à Alexandrie, eut recours, lui, à la manière forte. C'est alors précisément qu'il traça autour du roi, sidéré par tant d'audace, le fameux cercle que j'évoquais en début de leçon. Je vous remercie.